Faut-tu le retenir par cœur, le pacing? Non. Marc-André, laisse-toi aller. Ça se peut qu'on adresse 4 de ces sujets-là ou 40 complètement différents. Ouais. Comme dirait Mario, c'est quelque chose qui est bon pour moi et ma famille. Puis, je pense que c'est important. Fait qu'on y va comme on le sent. Mais ça nous donne un canevas. C'est comme le théâtre des variétés. Gilles Latulippe, Manda et tout ça avait un canevas. Il y a tout le temps des références. Le pire, c'est que je les connais trop. C'est ça qui me fait chier. Paul Desmarteaux, Paul Berval, à l'époque. Il commençait avec une blague, puis là, il s'en allait pendant 2h30 de temps. Puis les madames repartaient en autobus super contentes. Paul Berval, man. Qu'est-ce que je l'aime? Ah, je l'adorais, lui. Paul Buissonneau, en fait, je me trompe entre les deux. Mais Paul Berval, c'est celui qui faisait Fred Caillou, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, que j'avais rencontré dans un club de danseuses au coin de Bernard et Saint-Laurent quand... je ne sais pas si le son est on, là. Dites pas trop de niaiseries. Juste te dire, la voix que, tu sais, bonsoir messieurs, alors pour votre bon plaisir, ouais, c'était à moi ça. Fait que mes Paul Berval était assis en avant de moi. C'était drôle, tu sais, quand ton idole de jeunesse. Ben ouais. Ça il est en avant, ça poudre, t'es comme, oh mon Dieu. Ça brise tous tes rêves. Ouais, c'est ça. Bon. Ça de me brancher sur Twitch, ça n'apparaît pas. Là, mais... Est-ce qu'on l'entend? On nous entend parler? Non. Non? Je sais pas, je vais peut-être skipper l'intro, là, parce que je suis pas sûr de comment Yannick il a modifié ça. Fait que... Je vais peut-être le mettre 2-3 secondes, je vais switcher, ça va trop. Bon, c'est l'heure d'avoir vos breuvages, vos cigarettes et autres trucs pour fumer pour ceux qui fument, vos Kleenex pour pleurer notre saison de marde. J'ai plus de larmes. J'ai plus de larmes qui dit. Sèche tes pleurs, sèche tes pleurs. D'autant que c'est pas une toune de m'arriver, on est correct. Ça, c'est sûr. Je vais me retenir. Tomber à l'eau, tomber de l'eau, ça c'est Annie, ça. C'est Annie, ouais. Moi, je la chante souvent à ma fille. À toutes les fois qu'elle tombe, en fait. Bon, ben, je vais partir ça direct, les boys. Je switch ça à online. Ça fait que parlez pas pendant 5 secondes le temps que je commence. Hello! Wow! Bienvenue à Hockey sans limite. Ben oui, il n'y a pas d'intro. Je le sais, vous allez me dire comment ça se fait qu'il n'y a pas d'intro, Élie? Ben, je vais vous le dire parce que je ne voulais pas prendre de chance. Comme vous le voyez, aujourd'hui, il n'y a pas Yannick, puis d'habitude, c'est lui qui s'occupe de ça. Donc aujourd'hui, on prend ça cool. Pas d'intro, mais quand même tout un show. Bien content d'être là. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas parlé. Vous allez me dire, bon, c'est ça, ils font un show avec GC, puis après ça, ils arrêtent. Hein? Ils ont comme tout fait. Non, c'est pas ça qui s'est passé. On a eu des petits troubles techniques à l'interne, puis ben, c'est pour ça qu'on ne vous a pas donné de show dans les dernières semaines. Mais on est là aujourd'hui avec un gros show et un super panel et un nouveau panéliste, d'ailleurs, qu'on va présenter tout de suite, Marc-André Brault. Comment ça va, Marc-André? Ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir au panel. Comment ça va? Puis présente un peu qu'est-ce que tu fais. Ben, ça va bien, moi. Écoute, qu'est-ce que je fais? Je participe beaucoup avec Hockey Herald. J'écris quelques articles ici et là quand j'ai le temps. Là, je n'ai envoyé un à JD, traduit Google. Et ça a bien marché en passant. Oui, c'est pas pire. Bon, tant mieux. Je vais essayer d'en écrire
directement en anglais. Là. Je vais voir si j'ai le temps. Je vais essayer de faire ça. Là. Pour l'instant, ça, ma conjointe n'est pas là, fait que j'ai un petit peu plus de temps. Je suis seul avec ma plus vieille, elle est partie avec les deux plus jeunes, fait que j'en profite. Tu as un background hockey aussi, hein? Je t'entendais tantôt parler avec Sylvain. Tu as un background dans le milieu du hockey. Ben, j'ai arbitré 5-6 ans, mais j'ai surtout marqué pendant une vingtaine d'années, puis j'ai marqué tout ce qui est passé à Saint-Jean, le Senior 2A, Junior 3A, Semi-Pro, tout ce qui est passé là, à Saint-Jean. Les super académies McDonald's, tout ça, pendant qu'il y a eu les arrêts, là, j'ai tout vu ça. Là. Les Jean-Sébastien Giguère, 176 livres, tout mouillé. Là. J'ai tout vu ça passer dans la chambre de hockey. Là. Ben écoute, on est bien content de t'avoir enfin avec nous autres au panel en espérant que ta femme te laisse un moment donné revenir. Mais on va profiter des quelques minutes qu'on a ensemble, c'est certain. Merci d'être là d'ailleurs. Je vais présenter les autres parce que là, ils commencent à être jaloux. Je vois l'autre Marc-André qui dit ouais, tu me présentes jamais comme tu présentes l'autre Marc-André. Je m'excuse, Marc-André. C'est vrai, il est nouveau. J'y ai fait un spécial. Comment ça va, toi, Marc? Yes, en pleine forme, puis je suis content d'être avec vous autres. C'est aussi simple que ça. Content d'être avec vous autres à soir pour la prochaine heure et demie. Oui, et disons qu'on a appris pas mal de nouvelles concernant notre sport favori. On va en parler tantôt, mais disons que c'est pas réjouissant. On va essayer d'être de meilleur ton que le ton actuel autour de la Ligue nationale et de notre vie. Parlant de vie, je ne sais pas c'est quoi le lien boiteux qu'il va faire, mais Sylvain est là en direct de Las Vegas. Motivé, en plein, il semble énergique même, je dirais. C'est quoi ça? C'est quoi ça, la COVID? Qu'est-ce qui se passe chez vous? On commence tout de suite. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Nous autres, c'est dépendant des États américains, la COVID, ça n'existe pas, c'est un geste de Satan. Dans d'autres cas, c'est grave. Ben c'est ça. Fait que, non, ça va super bien. On est frappé par cette autre vague-là. À la veille d'une rentrée surprise au Québec, parce qu'on doit, en principe, mon épouse, moi et mon fiston qui est à Penn State, s'en aller au Québec pour les fêtes parce que demain matin, je deviens grand-papa pour une deuxième fois. Wow! Ouais, c'est ça. Il n'en parlait pas fort. Et okay, ce gars-là, il est discret. Oui, c'est ça. Ben, écoute, félicitations. En principe, ouais, c'est bien, merci. Puis, en principe, on devait rentrer demain, pas demain, mais le 24. Fait qu'on va voir si on n'est pas tenu au protocole de la LNH et on n'a pas le droit de transférer les frontières. Fait que les billets d'avion sont achetés, on verra pour la suite. Mais pour le reste, on se souhaite bonne chance. Fait que c'est ça. Oui, on souhaite tous bonne chance, effectivement. Ouais. Je pense que de jour en jour, on se rend compte que ça ne va pas super bien. Mais ça, c'est un autre débat. Nous autres, on est ici pour jaser de hockey et de notre Canadien adoré pour la plupart de nos panélistes. Voilà. On va commencer par refaire, même si c'est un peu loin, un survol de la semaine du Canadien. J'ai ajouté à ça le match contre Chicago, la défaite de 2-0 de Chicago. On a aussi le 11 décembre dernier perdu 4-1 contre Saint-Louis. Le dimanche 14, on a perdu 5-2 contre Pittsburgh. Et le dernier match qu'on a vu était heureusement une victoire, une des rares de l'année, un 3-2 contre Philadelphie. Parlez-moi un peu des derniers 10 jours du Canadien, vu qu'on n'a pas parlé ici à HSL. Comment vous avez vu les derniers 10 jours? Je vais commencer par toi, Sly, vu que tu sembles en forme, puis je vais en profiter parce qu'à ton âge, on ne sait jamais. Peut-être que ça va faiblir vers la fin. Ça se peut qu'on snap de même. La vie est courte, hein? Quand la grande faucheuse décide de venir te chercher, si elle te trouve. Je ne pensais pas la faucheuse, je parlais plus d'énergie, mais écoute. Ah non, mais je parle de. Je suis à la fin, moi, là. Je l'achève. Bon. Ouais, c'est ça. Mais je vous chanterai bien quelle importance le temps qui nous reste, mais c'est Anne-Renée qui est en vedette au Québec. René Martel, c'est pas la même chose. Ah non, Anne-Renée, oh, c'est ça, René Martel. Es-tu en show en quelque part ou non, au je pense que ouais, plus ça. Ouais, okay. Effectivement. On va revenir sur la semaine. T'as le don de donner l'atmosphère. Il parle de toutes les morts de la COVID. J'essaye de garder ça léger. Puis là, je te demande de parler de la semaine du Canadien, puis essaye de garder ça léger. Mais c'est lourd, le Canadien. C'est comme une bête à l'agonie qui a des soubresauts une fois de temps en temps. Mais en général, j'ai trouvé que si on fait le bilan puis on groupe tout ça, là, que l'équipe se défendait un peu mieux, mais Christy, tu as la moitié des joueurs qui sont du club école, qui sont là en vitrine pour avoir une chance, et que ce soit Laurent ou Ilonen ou d'autres.
Mais je trouve que le club se défend bien. C'est le club actuellement qui a le plus de blessés par rapport à ses joueurs réguliers dans toute la Ligue nationale. Là, on fait exception du facteur COVID. Là. Il n'y a pas une équipe qui a tant de joueurs blessés. Alors, effet du hasard, je ne crois pas. Je pense aussi qu'il y a des joueurs qui, normalement, devraient jouer, mais qui, compte tenu des circonstances et de la saison qu'on a, on les met sur la liste des blessés, là, comme Armia actuellement. Mais de façon générale, j'ai trouvé moins désespérant puis moins déprimant à regarder jouer que dans les semaines qui ont précédé. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, Marc-André. Richard, toi, comment tu vois? J'ai été obligé de. Je vais vous appeler par votre nom de famille, les boys. Ça va aller plus vite. Comment tu as trouvé le dernier 10 jours du Canadien? Est-ce que tu es un peu dans la même optique que Sylvain? Tu as vu des glimpses, des éclats, des fois d'optimisme? Ben, en fait, la seule prestance que j'ai trouvée vraiment inacceptable, c'est celle à Saint-Louis. Où est-ce qu'on a laissé Jake Allen à lui tout seul? Puis si c'était pas lui, on se fait varloper 8, 9, 10 à 1. Complètement. Puis sinon, Sly a mis le doigt sur le bobo, si on veut. Les blessures, c'est complètement hallucinant. Honnêtement, je suis le hockey depuis à peu près 99-2000, puis j'ai jamais vu autant de blessés depuis que je suis le hockey. Puis je suis un peu d'accord avec lui aussi que en temps normal, si on avait une saison où est-ce qu'on pourrait se battre pour une place en série, je pense qu'il y en aurait facilement le tiers, voire quasiment la moitié qui serait de retour sur la glace. C'est sûr que le match contre Philly est encourageant. On peut bâtir là-dessus, mais quand tu vois l'alignement du Canadien, écoute, j'ai envoyé l'alignement un matin sur le groupe HSL, puis c'est 3 trios de Ligue américaine. C'est la moitié des défenseurs qui normalement qui seraient 6-7e. Ils sont dans les positions 4, 5, 6, même 3. Honnêtement, en ce moment, on ne peut pas vraiment espérer bien mieux de ce qu'on voit en ce moment. C'est sûr qu'il y a des gars, admettons, comme Drouin qui pourraient l'aider davantage. Suzuki aussi. Mais en même temps, on leur donne tout le fardeau sur les épaules, puis let's go, mène le club, mais ça ne marche pas de même. Encore moins avec un jeune centre de 21 ans. Bon, effectivement. Marc-André Brault, toi, comment tu as vu le dernier 10 jours du Canadien? Je sais, toi, tu es un gars qui focus sur le positif. T'as-tu vu quelque chose de positif dans le dernier 10 jours qui t'amène au moins un brin d'optimisme? Ben, il y en a un petit peu toujours. Là. Je veux dire, Laurent Dauphin, il montre qu'il est encore capable de jouer dans ce ligue-là. Puis, Flipper! Il donne l'effort. Là. Attends une minute. Larry the Dolph, comme on a entendu. Larry the Dolph, comme on a entendu cette semaine. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a du positif. Il y a toujours du positif. J'en écris après chaque game, normalement, sur Twitter. Mais c'est ça. C'est pas facile. Écoute, on regarde ça aller, puis ça va pas bien, mais on voit que les jeunes, ils veulent. Là, les jeunes sont là, ils ont leur temps de glace, là, mais on voit qu'ils en donnent. Dans le match contre Chicago, Saint-Louis, Pittsburgh, puis mettons les Flyers, y a-t-il un match en particulier là-dedans qui t'a, pas nécessairement positif ou négatif? Là? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il un de ces matchs-là comme Marc-André qui sonne une cloche dans ta tête que tu te dis, OK, ce match-là, j'ai trouvé soit quelque chose d'intolérable ou j'ai trouvé quelque chose de le fun? Ouais, c'est sûr que le match où Allen a sauvé la game, là, on s'entend, là, c'était pas beau à voir. Là. Je veux dire, si Allen n'est pas là, c'est ça. C'est une méchante varlope, comme on dit. Puis, le match contre les Flyers, est-ce que vous avez. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon spectacle de mon côté. J'étais content en tant que spectateur purement, point de vue entertainment. Je trouvais que c'était un match fun à regarder, puis on n'a pas eu énormément cette saison. Ça fait que je ne sais pas si c'est le fait qu'on a gagné qui biaise mon jugement, mais moi, j'ai trouvé que c'était au moins un match plaisant à regarder avec des rebondissements où on se consentait que les deux équipes se tiraillaient. Est-ce que vous avez eu la même impression que moi pour ce match-là? Je sais que c'est loin, là. D'habitude, on en parle le lendemain, mais. Élie, je veux juste arrêter 2 secondes. Là. Je viens d'avoir ça sur mon cell. C'est confirmé, la LNH n'envoie pas ses joueurs à Beijing. On se l'attendait pas mal tout, mais là, c'est confirmé. Puis honnêtement, je pense que c'est la meilleure décision. Fait que je te laisse la parole. Non, ben écoute, je pense que nous autres, vu qu'on est live, on va profiter du fait que c'est le sujet.
On va switcher tout de suite à ça. C'est quoi vos impressions par rapport à ça? Je sais qu'on s'y attendait. C'était quelque chose qui planait depuis le mois de décembre quasiment. Ouais. Là, ça semble confirmé. En tout cas, êtes-vous surpris, Sly? Absolument pas. J'aurais été extrêmement surpris qu'il y ait, puis déçu en même temps pour les gens, les spectateurs, les fans et tout le monde qui payent de gros prix pour aller voir des joueurs de la Ligue nationale, s'exposer à un tel risque. Parce que là, on regarde toujours ça, puis c'est correct là, de regarder de l'angle des pauvres joueurs. Si jamais ils ont un test positif là-bas, ils vont être pris en 3 et 5 semaines en confinement en Chine. Bon, c'est pas la Chine, c'est pas Repentigny, c'est pas Toronto, c'est pas Vancouver non plus. Fait que c'est un peu weird, là. Mais c'est bien beau de penser à des familles. Il faut aussi penser aux fans qui payent 300, 400 puis 500 pièces le ticket là, pour y aller puis voir les meilleurs joueurs. Fait que moi, c'est pas une décision qui me déçoit. J'aurais aimé ça, voir les meilleurs joueurs au monde jouer un contre l'autre. Mais dans tout ce qui est en train de se passer, je pense que c'est la logique des choses. Je pense que les propriétaires vont être contents, les joueurs vont être contents, tout le monde va être content. Fait que c'est cela. C'est une décision qu'on attendait. Ouais. Marc-André, toi, est-ce que tu es surpris? Pas vraiment, non. On s'en attendait, je pense qu'on s'en attendait tous. C'était à venir. Là. C'était à se demander comment que ces Jeux olympiques-là vont avoir lieu, premièrement. Là. Ouais, on est rendu là. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, toi, Marc-André, l'autre Marc-André. Ouais. Richard, Rich! Yes. Mais là, en ce moment, je vois juste Elliot Friedman qui l'a envoyé, mais les autres vont sûrement suivre dans les prochaines heures. Là. C'est juste une question de temps. Mais comme les autres ont dit, c'est pas vraiment une surprise. C'est pas une surprise dans le sens que on voit les cas monter de jour en jour. On voit les matchs reportés de jour en jour, même d'heure en heure. Puis moi, je pense que ce serait un manque de respect total envers les partisans en Amérique du Nord d'envoyer ces joueurs à Beijing pour justement, est-ce que si eux autres prennent la COVID là-bas, il faut qu'il y ait une quarantaine, puis peut-être qu'ils ne rejoueront pas au retour. Moi, tant qu'à moi, c'était la meilleure décision. Puis en même temps, si on annule les Jeux de Beijing, ben, ça laisse un 3-4 semaines où est-ce que tu peux tout mettre les matchs buffer qu'on a enlevés. Puis même ceux qu'on a loadés dans le mois d'avril puis dans le mois de mai, je pense, point, ou quelque chose de même. Mais je sais qu'il y a des équipes qui jouent beaucoup de matchs de 5 en 8, des 6 en 9. Fait que tant qu'à moi, je pense que c'est la meilleure décision qu'on n'aurait pas pu avoir. Puis, anyway, regarde, c'est plate, mais en même temps, est-ce que c'est une priorité? Pas vraiment. On a appris aujourd'hui, pour vous rappeler, ceux qui ne le savent pas, la LNH puis l'Association des joueurs qui ont décidé conjointement de stopper les voyages transfrontaliers entre le Canada et les États-Unis jusqu'à la pause de Noël au moins. Et là, Élie, j'ajouterais que Hockey Canada va probablement annoncer que la Coupe Spangler puis toutes les coupes mineures, là, ils vont pas y aller non plus. Là. Il n'y aura pas d'équipe canadienne à cette compétition européenne-là. Là. Okay. Fait que, les gars qui jouent pas, entre autres, je pense Philippe Desrosiers qui joue pour les Lions de Trois-Rivières devait faire partie de l'équipe. Là. Il y a une couple de gars, mais je pense que ça, c'est terminé là aussi. Oui, ben c'est ça. On voit que ça se resserre. On a vu, c'est ça, comme on commence à fermer la frontière. Mais je trouvais que le point de Marc-André était super intéressant. C'est que si on commence à reporter plusieurs matchs dans la Ligue, ben que là, la Ligue a pu le jeu vraiment d'arrêter pendant 3 semaines pour permettre à ses joueurs d'aller là-bas. Surtout, sans bout de ligne, ça veut dire une quarantaine de plus. Je pense que c'était quasiment inévitable. Ben, une situation familiale aussi, là. Les joueurs ont toutes des familles, des enfants. Je pense notamment à Jonathan Marchessault à Vegas qui a 4 enfants. Si lui, il s'en va au camp d'entraînement, je donne un exemple, là, ben, ça peut être n'importe qui, même Alex Pietrangelo, s'il est invité au camp d'entraînement. Pacioretty, la meilleure affaire, il y en a trois garçons. C'est ça, lui, je ne suis pas sûr qu'il veut s'isoler 3 semaines de plus ou 4 semaines de plus de sa famille pour justement aller absolument aux Jeux olympiques. Ça ne ferait pas de sens. Non, effectivement. C'est de valeur parce que, moi, je pense à un gars comme Carey Price, qui,
semblait vouloir énormément y aller une dernière fois. Elle était dans en tout cas, une bonne stretch pour y aller. Je me dis que ça doit être plus triste pour certains que pour d'autres. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, par exemple, pour la Ligue. Puis ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que vous pensez qu'on va finir la saison? Marc-André Brault, la Ligue nationale, est-ce que tu penses que la saison risque d'être stoppée? Dur à dire, mais est-ce qu'il devrait stopper là pour le temps des fêtes? Ça, peut-être. Peut-être. Finir la saison, je ne sais pas. C'est dur à dire. Pour l'instant, ça ne s'en va pas dans ce sens-là. Si les cas continuent à monter comme ça, puis qu'il y a de plus en plus de joueurs sur la liste COVID, ça ne sera pas facile. Mais ouais, je ne sais pas. Vous autres, Sylvain, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses qu'on pourrait aller jusque-là? Parce que là, on voit qu'il y a plusieurs matchs qui ont été mis de côté. Ouais, On sait qu'il y a des... Détroit vient d'être gelé aujourd'hui aussi. Là. Il y a plus, en date d'aujourd'hui, il y a plus de 100, je pense que c'est 118 joueurs sur le protocole de la COVID. Là. Fait que, tu sais, c'est quoi, 800 joueurs dans la NHL à peu près. Là. Fait que faites le pourcentage. Je ne me risquerai pas à faire les calculs à cette heure-là, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont là-dessus. Est-ce que la saison est en péril? Je ne pense pas. Je pense que la décision qui va suivre, là, il y avait les Olympiques, parce que ça a des impacts financiers importants. La Ligue nationale va devoir verser un gros chèque à l'Association internationale de hockey, dont le président Luc Tardif est un gars de Trois-Rivières. Là. Mais on va devoir verser un chèque à ça. Puis après ça, je pense qu'ils vont prendre une pause pour recéduler ça dans le trou des matchs qu'ils avaient prévus. Il y avait comme 3 semaines. Là. Je pense que la Ligue nationale va survivre à ça. La NFL fait tout en son possible pour être capable. C'est des grosses business qui n'ont pas le filet. C'est du sport entertainment. Il ne faut pas oublier ça. C'est des dollars loisirs. Fait qu'il faut garder le peuple heureux. Il faut que les gens continuent à dépenser cet argent-là. Dans le show business, c'est la même affaire. À Vegas. Mais tu ne penses pas, parce que je suis d'accord avec toi, puis je vois comment l'optique américaine est très différente de l'optique canadienne. Mais le problème, c'est est-ce que le fait que la frontière risque d'être bloquée va comme pousser la Ligue à devoir, faire plus de compromis vers l'optique canadienne? Je comprends que si, admettons, toutes les équipes de la Ligue nationale étaient aux États-Unis, on aurait moins, l'impression que c'est catastrophique pour l'instant. Ouais. Mais j'ai comme l'impression que le fait canadien influence pas mal la décision. Tu n'es pas d'accord? Il n'y a pas assez d'équipes? En fait, je te dirais que si on devait refaire accidentellement la division canadienne, le Canadien est à 13 points de faire les séries pareil. Fait que ça ne change pas grand-chose pour nous autres. Mais je te dis, on disait dans le temps, l'amour est plus fort que la police. Là. Ben, je pense que l'économie est plus forte que la COVID. Puis il y a tellement en jeu dans cette affaire-là qu'ils peuvent étirer, ils peuvent modifier. On l'a déjà fait. On a l'expérience d'une année très trouble. Puis là, on se fait juste surprendre par pas la virulence, mais en tout cas la capacité de contamination d'un nouveau variant. Là. Puis de la surcharge des hôpitaux. En tout cas, on ne fera pas de politique ici, mais c'est comme ça. Moi, je pense que l'économie n'arrêtera pas. Ils vont prendre une pause, ils vont réévaluer leurs options, puis ça va continuer après. Tout à fait. Vous autres, les deux Marc-André, est-ce que le fait canadien va influencer la Ligue à peut-être penser à fermer ou finir la saison, selon vous, ou c'est pas assez influent? Je te laisse aller. Oui. Ben, je pense que ça peut changer quelque chose, c'est sûr, s'ils décident que, justement, on retombe avec une division canadienne parce qu'on ne veut plus se voyager à cause de l'arrivée de ce super variant-là, qui n'a pas de l'air tant dangereux, mais que c'est ça fait des ravages. Ça se pourrait. Ils pourraient décider quand même de fermer ça, mais je sais vous évaluez, je vous demande un pourcentage. Là. Combien, selon vous, de pourcentage aujourd'hui on est que la saison se termine? Zéro? Toi, tu es à 0%, Slair? Toi, Marc-André Brault, je te mets sur le spot. Je sais pas, 25. 25%? Toi, Marc-André Richard? Présentement, moi, je suis à moins 20%.
T'es certain que la saison va avoir lieu? Ben, en ce moment, tu sais, écoute, ça tombe au compte-gouttes. Fait que comment on peut prédire que la saison, tu sais, il y a une chance qu'elle finisse? C'est sûr qu'il y a toujours une possibilité qu'elle finisse. Tu sais, c'est pas impossible parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. De semaine en semaine, les cas augmentent, puis tu sais, ça augmente tout le temps. Mais là, en ce moment, on est en date du 19 décembre 2021. La fin de la saison, je pense, c'est à la fin avril ou à la début mai. Fait que, puis il y en a même qui avançaient que ça se pourrait que le repêchage soit annulé. T'sais, rendu là, c'est le 7 et 8 juillet, le repêchage. On s'entend, c'est dans 8 mois. Là. Fait que ça a le temps de progresser, positivement ou négativement. C'est un ou l'autre. Ça peut être les deux aussi. Moi, la seule affaire qui me fait peur, c'est comment c'est exponentiel. Au début, c'était 1, puis là, ça semble être 2, 3. Il semble avoir maintenant plusieurs éclosions dans plusieurs équipes, avec plusieurs cas dans la même équipe. Mais je pense que les deux semaines, admettons, qui pourraient aider, là, les 2 semaines de buffer qu'on parle, là, admettons, d'arrêter jusqu'au 2 ou 3 janvier, peu importe, moi, je pense que ça peut avoir un impact positif. Puis le fait qu'on laisse aller aussi les Olympiques, ça nous... Oui, surtout si en plus on laisse aller les Olympiques. Bon, mais regarde, ça donne un go. OK, parfait. On arrête jusqu'au 5 janvier. Après ça, on les reporte, admettons, au mois de février. Puis c'est correct. Moi, tant qu'à moi, la priorité, c'est la sécurité des joueurs puis la santé. La santé des joueurs est priorisée avant tout. Puis on regarde ça aller. Puis tu te dis, est-ce que les joueurs en ce moment sont en sécurité puis en santé? Avec tous les cas qui explosent, en ce moment, je ne pense pas. Fait que, automatiquement, ça devrait être OK, parfait, on met un break à tout ça. Le temps que tout le monde se replace, c'est sûr qu'il va en avoir qui auront encore des symptômes par après. Mais au moins, tu vas avoir diminué les cas. Puis en plus, j'écoutais ça tantôt, je pense, Boston, qui a 9 joueurs sur la liste de COVID. T'as les Flames de Calgary qui ont 17 joueurs plus. Rendu à 19 plus le personnel, ils sont rendus à 32. Oui, bien c'est ça, ça n'a pas de sens. Comme j'ai dit tantôt sur Twitter, tu dilues le produit. T'sais, à force de diluer le produit, ben, tu te ramasses quasiment avec que de l'eau. Ça devient plate pour le spectacle parce que tu te ramasses, admettons, comme un club comme le Canadien de Montréal, avec trois lignes complètes de Ligue américaine. Ils ont beau faire tous les efforts possibles de donner tout ce qu'ils ont à donner, mais ils ne sont pas de calibre. Le Rocket va jouer avec le Mi-Jet B de Saint-Sauveur. Ah ben, ça ressemble pas mal à ça. Ou les gars de semi-pro de Saint-Boniface. Tu vas peut-être être intercalé pour aller marquer un match. Oui, peut-être. Ça se peut. Puis avec Pomerleau comme arbitre, en tout cas, ça va être la bête. Mais j'essaie de retrouver le papier cette semaine. Il y a des gens qui ont écrit un article extrêmement sérieux sur pourquoi le hockey est plus touché que les autres sports actuellement par la COVID, mais la NBA l'est, là, ça fait que leur papier est peut-être moins valide parce qu'il y a des équipes de la NBA qui se présentent avec le minimum de 8 joueurs. Là. Sur le terrain, c'est fou fret. Mais puis tu sais, à cause de l'aréna, le froid, la circulation d'air, puis tout ça, ça faisait que le niveau de contamination était extrême dans les hockey rinks, dans les arénas. Ouais. Puis, puis non, c'était vraiment bien fait comme papier. Maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé la NBA où est-ce que le taux de contamination est à peu près aussi élevé. Mais il y en demeure pour moi que ces boys-là, ils ont une proximité qui est plus grande que celle du commun des mortels dans leur milieu de travail. Ils ne peuvent pas s'isoler nécessairement. Ils se toussent dans la face quand ils ne se donnent pas des claques à la gueule ou des mises en échec par en arrière vicieuses, dont on va parler tantôt. Il y a comme plein de trucs qui se passent au hockey qui ne se passent pas nécessairement dans d'autres sports. Fait que là, on est pris avec ça, mais moi, je pense qu'il y a une pause. Il y a une pause qui va se prendre. Là. Je vous le dis, ils attendaient les Olympiques pour prendre une pause puis refaire le calendrier pour la suite. Puis je pense qu'on va être correct. Mais comme FL a dit sur le chat, là, ils peuvent écourter la saison puis passer aux séries direct.
Ce serait probablement à la place d'en faire 82, je ne sais pas, moi, ils peuvent rendre ça à 75 ou à 70. Bien, Marc, la Ligue américaine, cette année, il marche. Le championnat se décide au pourcentage de victoires, les classements. Ouais. Fait que ça pourrait être la même chose dans la Ligue nationale. Ça pourrait être la même chose aussi, oui, en effet. Regarde, dernier sujet, c'est la COVID. On ne fera pas les séries pareil. C'est juste pour dire que nous autres, il y a Arthurie Lekonen et Laurent Dauphin qui sont maintenant sous le protocole de la COVID. Les deux ont été mis de côté. C'est dommage pour Dauphin qui allait bien. D'ailleurs, Sly, je veux t'entendre là-dessus parce que ton Dauphin, il a compté un petit but. T'étais-tu content? J'étais un petit peu content. Mais je suis plus... Mais c'était symbolique du reste parce que je suis content de son jeu de façon générale. Tu vas bien, tu as raison. Je pense que ceux qui connaissent Laurent savent très bien ce qu'il est capable de donner. C'est une question d'opportunité. On le voit avec le gars de Toronto. Il y en a un de 26 ans qui joue pour Toronto et il est rendu sur sa première ligne. Là, mais c'est une question de se retrouver au bon moment à votre place. Puis Laurent a beaucoup à offrir. Il y a un profil qui est différent. Puis quand le monde parle d'un grinder, d'une plug, dans le cas de Laurent, ils ne connaissent pas ce joueur-là. Là. Mm-hmm. Fait que, puis il y a des joueurs que quand tu te retrouves avec des joueurs qui ont plus de talent, ben là, tu peux éclore un peu plus. Fait que, faire une histoire courte, Laurent, c'est un gars qui peut jouer à l'aile, qui peut jouer au centre, il a sa chance avec le Canadien, il en profite. Puis j'espère pour lui que ça va durer parce qu'on est tous pas mal fiers de lui. Puis ça a été une belle semaine. Puis c'est un plus. L'équipe du Canadien est meilleure quand ce gars-là est dans le line-up. Totalement. Êtes-vous d'accord, les autres gars? Comment vous voyez le jeu de Dauphin depuis quelques matchs? En général, Dauphin, moi, je trouve que depuis son rappel, il se débrouille super bien. Il joue à l'intérieur de ses moyens, puis dans le rôle qu'on lui confie. C'est sûr parce que là, tu regardes, admettons, dans la Ligue américaine, il joue premier trio, il joue premier power play, il y a tout le temps les grosses minutes par game. Fait que, les chances de produire sont là. Mais tu regardes ici, on lui donne quoi à peu près? Je n'ai pas regardé son temps de glace, mais c'est à peu près 10 minutes. 10-12 à peu près. Ouais. Mais pendant les 10-12 minutes, il n'y a pas un chiffre qui relâche. Fait que, du moment où est-ce que lui ne relâche pas à chaque chiffre et qu'il joue sa game avec les moyens que lui a, moi, personnellement, je le garde avant Cédric Paquette. C'est plate à dire, mais je trouve que Laurent Dauphin amène plus au Canadien de Montréal que Cédric Paquette en ce moment. Dans les circonstances, je suis d'accord avec toi, puis je vais t'expliquer pourquoi. Okay? Je pense que le Canadien, présentement, manque justement d'exemples de joueurs qui se donnent à 100%, des joueurs qui sont peut-être moins bien cotés que toi, des Gallagher, en fait. Des joueurs qui surpassent leur talent puis qui compensent en dévotion puis en énergie. T'sais. Puis je pense que c'est malheureusement ce qui a manqué cette année. On a eu peut-être trop de joueurs de talent qui ne savent pas comment faire ça, qui n'ont pas trouvé la bonne façon d'aller channeler cette énergie-là. Mais d'avoir un kid comme ça qui arrive puis qui grind, puis qui sue, puis qui saigne, ben c'est ça aussi que l'équipe a besoin. C'est ça le Canadien aussi. Marc-André, Laurent Dauphin ou Joël Armia, pour un stretch de 3 games, là, tu fais quoi? Tu as Joël. Ben non, mais c'est ça, parce que Joël, on sait comment. Élie, tu as élevé 2 statues, puis tu as mis des chandelles en dessous de Joël. Je peux dire qu'elles sont poussiéreuses, là, je te le dis. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vénérées. Joël, là, tu sais, fait que, comment tu vois ça? Là, tu t'adresses à qui, là? Marc-André, bro! Ah, OK. C'est sûr que c'est ça. Dauphin, il est plus intense, il est plus énergique, si on veut, que Joël. Joël, il est capable, mais on ne le voit pas souvent. C'est ça. Moi, non, c'est sûr que Dauphin, il amène plus d'énergie qu'un Joël Armia qui peut marquer avec un solide lancer et tamper un joueur dans la bande tout de suite après. Mais non, moi, j'aime mieux Dauphin personnellement. Je comprends pas comment ça se fait que ça semble si difficile aux joueurs de travailler. Puis là, je vais faire le lien parce que
On va parler des commentaires de Jeff Petrie. On n'a pas parlé ici. Là, je sais que ça semble loin, mais il fallait qu'on en parle. Tu sais. On va être dans la section commentaires. Petrie, Kulak, Stephen Waite, on s'en vient bien. Ah, et là, c'est. Ben, écoute, il faut qu'on en parle. Je suis prêt. C'est des sujets importants qu'on n'a pas soulevés à HSL. Ouais. Puis nous autres, en tant que partisans, il faut qu'on donne notre point de vue par rapport à ça. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, Jeff Petrie, à son retour au jeu, avait pété une coche après le match. Je ne me rappelle pas, c'était peut-être le match de Saint-Louis. C'était après la défaite contre Saint-Louis, je pense qu'il avait pété sa coche. En tout cas, je ne me rappelle pas. C'était une défaite de merde, encore une fois. Là. Après une des défaites. C'est sûr, moi, c'est ça. Ouais. Puis il avait dit en gros, là, il a dit c'est les mêmes choses encore et encore. On ne joue pas comme un team, on ne joue pas comme un groupe. On cherche sur la glace constamment. C'est comme s'il n'y avait pas de structure sur la glace. Puis, écoute, ces commentaires-là ont créé, vous le savez, là, une mini-bombe à Montréal, comme n'importe quoi du genre aurait créé ce genre d'explosion-là. Mais il y a plusieurs personnes qui ont des points de vue différents par rapport à ça. Puis j'aimerais vous entendre à savoir comment vous avez interprété ces propos-là de la part de Petrie, puis votre opinion par rapport à ces commentaires-là. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui veut starter? Sinon, j'en crée ça en dessous du boss. On va starter. Let's go. Je fasse des menaces! de mon point de vue, si Jeff Petrie avait voulu faire ce genre de commentaires-là, son jeu aurait dû être pas mal meilleur pour ça. Dans le sens qu'il n'a pas fait exprès? Non, je m'explique. Dans le sens que quand tu lances des commentaires, des flèches en plein média envers tes joueurs, envers tes coachs ou envers l'organisation, il faut que tu t'assures que ta game soit A1. Puis en ce moment, je pense que Jeff Petrie, c'est le pire défenseur du Canadien de Montréal. De là où mon point que... Clegg n'est pas très bon non plus. Non, bien, Clegg, on s'entend. Moi, c'est un spare. Clegg, là, c'est une plug. C'est un Ouellet, c'est un Nikou, ça reste un jeune défenseur. Mais quand tu t'appelles Jeff Petrie, que tu es censé être un leader en défense, puis que ton jeu n'est pas sur la coche, comme on dit, tu ne peux pas te permettre ce genre de commentaires-là. C'est aussi simple que ça. Puis moi, il a manqué une belle occasion de se fermer à gueule, tant qu'à moi. Il y a Joe Bro sur le chat qui dit Petrie a besoin d'un changement d'air. Ben, c'est peut-être ça. Toi, Marc-André Bro, comment tu as vu ces commentaires-là? Puis c'est quoi ton interprétation de ça? Moi, je ne l'ai pas vu si pire que ça. Moi, en tout cas, je pense pas qu'il s'attaquait, c'est dur à dire, à la structure de Dominique Ducharme. J'ai plus l'impression qu'il parlait des joueurs, mais c'est sûr que si on interprète un peu, on peut croire qu'il chialait peut-être sur le système de Dominique, mais non, je vois plus ça sur le dos des joueurs, dans le fond, plus que le coach. Je pense qu'il a essayé de fouetter ses troupes et essayer de mettre de la pression sur ses joueurs. Ouais. Toi, Sly? D'accord avec Marc-André Bro. Fait que, je le pense aussi parce que ce qu'on connaît de Petrie, c'est pas ce genre-là. C'est pas le genre de gars qui fait des esclandres et qui fait des grosses déclarations. Petrie, depuis le début de l'année, n'oubliez pas une affaire. C'est deux meilleurs bodies dans l'équipe. C'est d'abord Carey Price, puis ensuite Shea Weber. Il a perdu ses repères avec ces gars-là. Puis je pense qu'il y a eu beaucoup de pression que lui, il s'est senti de remplir les deux chandails en même temps. D'arrêter tout ce qui se faisait, puis de scorer, puis de toutes les patentes. Fait que moi, Jeff Petrie, j'ai encore la plus haute des considérations pour lui. Puis je pense que c'est une grave erreur de se débarrasser de ce gars-là parce qu'il y a une mauvaise saison. Petrie, c'est un gars qui peut revirer sa saison de bord sur un 10 cents. Fait que, ceci étant dit, je pense que ses commentaires étaient à la fois à ses coéquipiers puis à la fois au coach. Je pense que Dominique Ducharme, moi, pour autant que j'aime le gars, puis c'est un gars de Joliette, puis c'est un gars de toute la patente, là, moi, je pense que le train va trop vite pour lui. Je pense que Ducharme s'est brûlé avec le Canadien, puis ils vont le laisser se brûler jusqu'à la fin de l'année parce que peu importe qui tu mets là, à moins qu'il y ait une situation de crise puis qu'on mette Richardson à intérim. Là, fait que c'est un peu ça. Oui, Petrie, je donne une passe gratis pour celle-là. Il sait qu'il ne joue pas bien. Il n'est pas fou. Je
je pense que comme vétéran, il a senti le besoin de passer un message. Comment ça a sorti, comment les gens l'interprètent. En fait, on a l'expression si le chapeau vous fait, vous le mettez. Ben, c'est ça. Il y avait une partie de ça qui était définitivement dirigée envers l'entraîneur, puis il y a une bonne partie dirigée vers ses coéquipiers, puis lui doit s'inclure là-dedans, connaissant le joueur un peu. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous autres, les boys. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Depuis cet été qu'on avait analysé le style du charme, puis qu'on se questionnait s'il y avait les bons pions pour jouer ce genre de style-là. Je vais faire un petit rappel rapide. Le style de Ducharme, depuis longtemps, est une trappe, mais modifiée. Okay? Une trappe offensive, qu'on pourrait dire. Un trappe avec quelqu'un qui scène souvent la ligne bleue de l'autre bord. Ce qui donne un jeu quand même, qui peut être un jeu très offensif et rapide, mais qui est aussi un jeu très demandant sur le point de vue structure, où tout le monde doit être à la bonne place au bon moment pour créer l'effet désiré et pousser l'autre équipe à faire des erreurs. Puis quand ça ne marche pas, c'est frustrant. Okay? Quand tu as une équipe qui est extrêmement offensive, comme on avait cette année, en tout cas sur papier, beaucoup de joueurs capables de compter 30 buts, c'est-tu la meilleure affaire de leur demander de back-checker comme des malades, puis d'espérer que tu vas les convaincre qu'ils vont compter beaucoup plus de buts comme ça? Surtout des joueurs qui ont passé la plupart partie de leur carrière à attendre la POC plutôt que de la forcer. T'sais. Puis là, on arrive aux commentaires de Jeff Petrie, puis c'est là que ma définition d'un leader est peut-être différente de la vôtre. OK? Moi, si je me considérais comme un leader dans la chambre, OK, je suis d'accord avec Marc-André, Richard, tant que mon jeu n'est pas sur la coche, je ferme ma calisse de gueule. OK? Je peux essayer de gérer à l'interne certains petits bobos. OK? Puis si j'ai un problème avec des coéquipiers, je le gère à l'interne parce que tant que mon jeu n'est pas à la hauteur du statut que je veux projeter, je n'ai pas mon mot à dire là-dedans. Puis je ne devrais pas le faire. Deuxième affaire. Quand tu es un leader, tu ne pointes pas la responsabilité à quelqu'un d'autre quand tu ouvres ta bouche avant d'avoir pointé ta propre calice de personnes. Puis ça, c'est peut-être personnel, OK, mais avec le jeu qu'il y a présentement, ça rajoute au fait que je me dis qu'avant de pointer, peu importe où tu as pointé, j'aurais aimé ça entendre que tu as un mea culpa agressif. Puis je parle pas, je dis pas qu'il ne l'a pas fait ailleurs ou dans d'autres entrevues. Je dis juste qu'avant de faire cette phrase assassine-là, j'aurais mis ça comme préambule. Ça, c'est personnel. OK. Troisième point. S'il a fait ça, ce n'est pas pour planter ses joueurs. Il a fait son geste de leadership en plantant le coach au nom des joueurs. Ça fait que moi, je le vois. Sachant qu'il n'y a rien à perdre, le coach ne sera pas là l'année prochaine, de toute façon. Effectivement. Ça fait que là, son geste de leadership a été de parler au nom du groupe de qu'est-ce qui se dit probablement en coulisses. Puis selon moi, c'est pour ça que c'était une flèche directe envers Ducharme et son style de jeu ou de la façon dont il est exécuté. Donc, je n'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que c'était digne d'un mauvais leader. Puis, c'est mon interprétation de ça. Puis, tu sais, je comprends, Jeff, d'avoir voulu bien faire. Mais je pense que moi, je vois les deux facettes, puis il y en a une qui est plus sombre que l'autre, selon moi. Est-ce que vous pensez que ça fait du sens? Ben, il y avait une bonne intention, mais ça a été mal exécuté. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que lui, il partait du point où est-ce que lui, il voulait poser une bonne action en réveillant ses troupes, si on veut. Mais je pense juste que c'est mal sorti de sa bouche, puis ça aurait pu être mieux formulé, si on veut. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, si tu veux dire de tels propos, il faut que tu t'assures que ton jeu soit A1. Est-ce que ça veut dire que Jeff Petrie est rendu mauvais? Non. C'est juste qu'en ce moment, comme tu as dit tantôt, il s'en met tellement sur les épaules. Il veut remplacer Edmondson, il veut remplacer Shea Weber, il veut combler aussi la perte de Carey Price. Un moment donné, regarde,
prends sur toi puis l'exemple à tes coéquipiers. Parce que là, on voit en ce moment un Ben Sherratt qui connaît sûrement les meilleurs moments de sa carrière, là, on va se le dire. Là. Merci. Premier Ça va choix. être payant, Premier ça. choix, ça va être payé exactement. Ouais, C'est exactement non, mais ça. il est excellent. Honnête, puis à sa signature, je me rappelle, je pense que c'est il y a 2 ou 3 ans, j'ai été un des premiers ici à dire que je ne croyais pas en Ben Sherratt. Puis, mais coule pas envers Ben Sherratt, mes excuses. Ça, honnêtement, il me fait mentir année après année à Montréal. Puis, je suis bouche bée à chaque fois que je le vois sur la glace. Mais qui en lègue à Ben Sherratt, qui en lègue à Brett Kulak, qui en lègue aussi à Alexander Romanov, qui se concentre à jouer sa game. Puis d'après moi, tout devrait rentrer dans l'ordre pour Jeff Petrie. Et Yannick aussi qui semble être en voix sur le chat, qui dit que la quote, il manque le 30 secondes qu'il y a après. Je ne me rappelle pas exactement ce qui a été dit mot pour mot, mais c'est vrai que c'était une spécification par rapport à la structure, puis peut-être que c'est une interprétation. Mais écoutez, on n'a pas la science infuse et absolue. Là, on fait juste donner notre opinion. Mais moi, c'est la mienne. Je sais qu'elle est partagée par quelques personnes. Il y a d'autres personnes qui pensent comme vous. Peut-être qu'ils essaient de sortir de Montréal, mais je ne sais pas. Je pense pas. Vous ne pensez pas, hein? Je ne penserais pas qu'ils veulent se sortir de Montréal. Par contre, est-ce qu'il va finir la saison à Montréal? Ça, c'est un autre dossier, par exemple. Ça, j'ai mes doutes là-dessus. Surtout avec la saison qu'on connaît. Puis lui, à 34 ans, il va sûrement vouloir aller vers un club plus contender que le Canadien de Montréal. Peut-être, on ne sait pas. pas. Ça se peut. Non, mais là, en ce moment, je suppose. Je ne suis pas dans la tête de Jeff Petrie. Je ne connais pas les circonstances, ce qui se passe dans sa vie. Mais moi, c'est ce que je pense en ce moment. Je crois que ça pourrait être une option évaluée par Jeff Gorton envers Jeff Petrie. Est-ce que tu veux finir ton contrat à Montréal ou tu vas avoir la chance de gagner ailleurs? Parfait, tu veux gagner ailleurs? T'es libre, mon homme. Bon, on ne connaît pas encore ce que Jeff Gorton veut faire non plus. Là. Il n'a pas plus, parlé de reconstruction. On ne sait pas encore. Là. Nous autres, on suppose que ça va être une reconstruction, mais on n'a pas une nouvelle là-dessus encore. Ça, c'est sûr. Aussi, tant qu'à être dans la controverse, on va parler de l'altercation entre Drouin et Kulak qu'il y a eu. On a vu une vidéo, ceux qui l'ont vu passer sur Twitter, sur les réseaux sociaux, de la pratique où il y a eu un petit échange de coups entre Kulak et Drouin. Rien de bien fou, là, mais ça a l'air que Kulak n'avait pas apprécié un coup de bâton. Puis ça s'est poussaillé plus que d'autres choses, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être, commencerait à avoir division dans la Chambre? Puis là, je vais rajouter quelque chose à ça. Vous savez qu'on a entendu une rumeur qui disait qu'il y avait du monde à l'interne qui avait l'impression qu'il y avait du favoritisme à l'endroit de Drouin de la part de Ducharme. Ça reste une rumeur, là, mais ça a circulé sur les réseaux sociaux aussi. Ça me pousse à vous poser la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a de la division dans la Chambre? Qui c'est qui veut se lancer en premier? Vas-y, Sly. J'en ai aucune idée s'il y a de la division dans la chambre. J'ai vu les séquences tantôt, puis c'est sûr que quand tu swings ton bâton à hauteur des mains d'un joueur, ça va faire réfléchir, puis que ce soit Jonathan Drouin ou un autre. Là, fait que, il y avait, sur la séquence précédente, il y avait d'une main swingé son bâton sur les mains d'un joueur qui aurait appelé une punition en temps normal. Puis ça a été juste plus raide dans le cas de Kulak. Kulak avait raison de dire hey, le jambon, t'essayes pas ça avec moi. C'était trop lâche pour faire 2 enjambées de plus, venir me rejoindre. Donne-moi pas un coup de bâton sur les doigts. Fait que là-dessus, je vois juste ça comme un mauvais jeu de pratique. Maintenant, je crois absolument pas la théorie qui voudrait que Ducharme a du favoritisme envers Drouin. C'est juste un lien facile entre Halifax puis aujourd'hui. Ça s'est passé il y a 10 ans. Là, ça fait 7-8 ans qu'il a coaché Drouin à peu près dans ce point-là. À peu près. Ducharme, il est là pour gagner, puis il ne gagne pas. Puis Drouin, il est là pour performer, puis il performe correct. Là, fait que, je pense que les gens font des liens faciles par rapport à ça, mais j'aurais pas haï que Kulak l'accroche par le collet. Pour autant que j'aime Jonathan, là, le monde le savent, là, mais
moi, j'aime pas ça, des affaires de même en pratique, quand les gars sont un peu lâches puis qui en profitent pour donner un petit coup à leur coéquipier en disant que ça va passer, parce que Kulak a pu facilement se faire casser un doigt sur un jeu anodin comme ça. Puis ça aurait été super épais là, de sa part. Là. Fait que, mais moi, je ne ferais pas de grosse histoire avec ça. Là, si Kulak avait vraiment été choqué, il aurait réglé ça autrement, de toute façon. Là. Marc-André Rich, toi, comment tu vois ça, l'altercation Kulak, puis l'idée qu'il y a peut-être de la division dans la chambre? Je pense pas qu'il y a une division dans la chambre. Moi, je pense juste qu'il y a une situation en pratique qui arrive dans pratiquement toutes les équipes qui sont dans la situation du Canadien en ce moment. J'ai déjà vu ça il y a quelques années avec Robert Bortuzzo à Saint-Louis. Je pense que c'était avec TJ Oshie. Ils se sont battus littéralement. Je ne me rappelle plus contre qui Bortuzzo, mais je sais qu'il s'est déjà battu à Saint-Louis dans une pratique. Je pense qu'il en avait perdu quelque chose comme 9 de suite. Mais regarde, c'est une situation banale. Dans le fond, c'est une tempête dans un verre d'eau, tant qu'à moi. Pete Mavlich avec Henri Richard. Ouais. Mais par exemple, je suis d'accord avec Sly là-dessus. Autant que j'aime Jonathan Drouin, je trouve ça lâche, puis je trouve ça complètement ridicule de sa part de poser un tel geste envers un de tes coéquipiers en pratique. Surtout que tu ne sais jamais la conséquence de ton geste. Imagine que tu poses un geste, puis là, ça l'attend, mettons, je ne sais pas moi, juste en bas du coude, puis ben, ça y casse un os. Et lui, après ça, est-ce qu'il est absent 4, 5, 6, 7 semaines? Ben, tout ça pour un geste qui a été posé par un de tes coéquipiers dans une pratique, ça ne fait pas de sens. Toi, Marc-André Brault, comment tu vois, tu as vu ça, l'altercation Drouin-Kulak? Est-ce que c'est un signe de zizanie? Comme ils disent, c'était pas fort de Drouin, c'était pas tant grave non plus. Je pense que c'est juste les défaites qui viennent rentrer dans le moral de tout le monde, puis que ça se peut que ça fâche des petites choses comme ça te fâche, mais je pense pas que ça va aller plus loin. Je pense pas que ça change grand-chose dans la chambre non plus. C'est juste un petit accrochage. Mais tu sais, quand je parle de division, les boys, je parle pas nécessairement de deux clics qui s'affrontent comme dans la guerre des trucs. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une clique de gars qui veulent partir ou qui s'attendent à partir, puis une clique qui veulent rester ou qui savent qu'ils vont rester. Donc, c'est plus ça. La division, ça n'a pas besoin d'être du monde qui saillisse. C'est genre deux philosophies différentes qui s'affrontent. Puis on le sent. Je veux dire, je ne suis pas un médium ou un clairvoyant. Mais je veux dire, Asti, j'ai vu assez de games cette saison pour dire que c'est pas vrai que cette équipe-là est sur la même longueur d'onde. Là. Non. C'est pas vrai. Ouais, mais il y a du monde qui joue, il y a du monde qui ne joue pas. Ouais, mais je pense pas qu'il y ait. Écoute, le monde qui ne joue pas, là, actuellement, il n'y a pas personne de retranché. Là. Ils sont tous à la liste des blessés. Là, fait que, mais c'est sûr que quand tu perds, puis quand tu as une saison de marde comme ça, il n'y a pas grand monde d'heureux. Puis quand tu scores mettons, tu scores 2 buts, tu scores un supplémentaire, probablement, là, puis en tout cas, pour le savoir directement des gars, tu n'as même pas le goût de lever les bras pour dire que tu as gagné. Tu es gêné un peu d'être content de scorer ton premier but dans l'uniforme du Canadien. Tu es comme gêné d'être content de ci puis de ça parce que c'est ça l'ambiance qui règne actuellement. Les gars, ils savent qu'ils vont finir dans les 3 pires équipes de la Ligue. Ils savent que Montréal, si tu fais ça avec, je sais pas, Saint-Louis, si tu fais ça avec Anaheim, il n'y a pas personne qui va te lyncher à l'épicerie, tu sais. Mais tu sais, nous autres, c'est une religion, c'est différent le hockey chez nous. Fait que ces gars-là, ils savent tout ça, là, tu sais. Puis il y a quand même un bon nombre de francophones dans le club, là, cette année. Fait qu'ils savent encore plus. Fait que tout ça, ça crée comme une espèce d'ambiance un peu weird où est-ce que tu es quasiment gêné d'avoir des accomplissements individuels. Quand tu gagnes, tu te réjouis pas trop parce que la game d'après, tu sais que tu vas t'en faire crisser une. Tu sais, je me mets dans la peau de ces athlètes professionnels-là qui sont des gens fiers, qui ont été élevés dans des contextes où est-ce qu'il faut qu'ils gagnent depuis qu'ils sont novices. Là. Ben, bâtard, ça ne doit pas être facile. Alors, est-ce que ça crée des divisions dans la chambre? Je pense que ce qui crée des divisions, c'est la différence de réaction des gars à certaines situations. Tu sais.
Fait que, il y a peut-être le gars à côté qui dit hey, ferme ta gueule, c'est pas grave si tu as compté ton premier but canadien, tu ne devrais pas être heureux de ça. Puis tu as donné 3 entrevues, ben ferme ta gueule. Je pense qu'il y a des affaires comme ça qui doivent se produire, là, mais à la fin de la journée, ça va se replacer quand on va se remettre à gagner, mais pas cette année. Mis à part les premiers buts, ça ne fait pas fort après un but non plus. Là. Pas tant, hein? Pas tant. Non. Non, ça doit être dole, puis on comprend, que c'est surtout là, le dernier match qu'il n'y avait personne dans les gradins, tu es comme, wow. Ouais. Je veux dire, ça doit pas être facile, surtout quand tu es dans une mauvaise stretch. Tu voulais nous parler de Waite, hein, toi, Sylvain? Ben, juste brièvement, parce que Stéphane Waite, c'est un gars que j'ai personnellement toujours admiré pour son travail avec les gardiens de but qu'il a coaché. Puis c'est quelqu'un que j'ai trouvé toujours intègre et correct. Puis depuis qu'il est plus avec le Canadien, il n'y a pas cette réserve-là qu'on s'attend des gens qui vont retravailler dans la Ligue nationale parce que c'est soit que tu deviens commentateur sur un réseau officiel ou que tu as un devoir de réserve. Puis tu te dis, je ne parlerai pas. Puis là, Waite est sur toutes les tribunes, tout le monde qui l'appelle. Waite donne ses impressions sur Carey, puis sur la maladie que Carey, en tout cas, continue à lutter contre. Puis ses commentaires comme Jonathan, je n'ai pas trouvé ça très grave, c'était pas grand-chose, mais j'ai trouvé ça. Rappelle donc, qu'est-ce qu'il a dit, ça? Ben, grosso modo, c'est qu'il disait que le coaching staff du Canadien se demandait si Jonathan avait une clause dans son contrat pour laquelle il ne pouvait pas compter de but et qu'il faisait juste des passes. T'sais. Écoute, c'est anodin, mais je pense que ça, c'est la pointe du iceberg des choses qui se racontaient là, dans le temps que Jonathan avait des difficultés. Mais moi, je te dirais que c'est plus l'image. Wait, là, tais-toi, man. Moi, j'ai une gosse. Il est sur toutes les tribunes, puis je veux dire, on a des collègues puis des amis là, dans le business, puis c'est facile d'appeler Stéphane Waite puis d'avoir des commentaires pour lui, de lui. Là. Mais ta gueule, man, tu étais le coach des goalers, ils t'ont mis dehors parce que le goaler ne performait plus. Là. On se garde-tu une petite gêne un peu? Là? On a-tu besoin de savoir ce que tu sais que les autres ne sont pas? En tout cas, quand j'ai appris ça, ce n'était pas tellement la nature des propos, mais que la répétition des gestes et des interventions de Stéphane Waite. Fait que si ce gars-là se retrouve à un poste de la Ligue nationale, ben, bonne chance, il va avoir une sérieuse définition de sa clause de confidentialité sur son prochain contrat. En tout cas. Marc-André Richard, toi, as-tu une opinion sur Stéphane Waite? J'ai pas vraiment entendu ce qui s'est dit concernant Jonathan Drouin. Par contre, je l'ai en masse entendu sur pas mal tous les sujets qui tournent autour du Canadien et de Montréal cette année. Je suis un peu d'accord avec Sly là-dessus. Tant qu'à moi, tu as été congédié par le Canadien de Montréal, avale ta pilule puis passe à un autre appel. C'est aussi simple que ça. Puis avec tout ce qui se dit en ce moment, je ne sais même pas si peut-être qu'il va se retrouver un poste dans la Ligue nationale, mais à force de bâcher de même sur tout ce qui bouge, tu te tires une balle de plus dans le pied à chaque fois, tant qu'à moi. Marc-André Brault, c'est quoi ta vision de Stéphane Waite? Ben, moi, j'aurais une question. Es-tu meilleur en arrière d'un banc ou dans les estrades, peu importe tout ce qu'il cause d'habitude, ou à la TV? Moi, personnellement, je le trouve pas. Je trouve pas que c'est tout le temps pertinent ce qu'il dit. Ben, c'est exactement ça, Marc-André. Tu sais, le gars n'a peut-être pas l'intelligence de comprendre que c'est pas pertinent son affaire, puis je ne sais pas s'il est payé pour ses interventions. Mais tu sais, si tu es un professionnel, que tu es payé par peut-être le plus grand club de l'histoire, ferme ta gueule, garde-toi un devoir de réserve. Tu sais, ça arrive. Regarde Roland Melançon, là, exemple. Là, ça remonte un peu, mais quand il a été libéré par le Canadien, là, Roland Melançon, là, il n'a pas fait des déclarations à l'emporte-pièce puis livrer des secrets de la chambre puis des affaires comme ça. Rowley, il a pris sa retraite. Je pense qu'il a retrouvé un job après. Mais je veux dire, Vancouver, exact, ouais, c'est ça. Mais tu sais, mais c'est ça, ce gars-là, Wade, puis son frère qui est entraîneur des gardiens à Chicago est complètement différent. Ben, c'est Jimmy, là, l'ancien très bon gardien. Mais c'est poche. Je trouve ça juste poche. Fait que, puis en plus, qui s'attaque ou qui fasse des déclarations sur un joueur qui a combattu plein d'affaires puis qui est un exemple pour plein de monde, je trouve ça bien ordinaire.
Ouais, ben moi, regarde, tu sais, je vais vous donner mon opinion là-dessus. Là. Marc-André, on est habitué à ça ici, hein, c'est correct. C'est correct. Tu sais, un coach de gardien, selon moi, c'est plus qu'un coach. C'est aussi une espèce de psychologue. OK? Puis, tu sais, c'est un gars, tu veux que ton athlète puisse se confier, puisse dire tout ce qui va mal, dire exactement tout ce qui se passe dans ta vie pour que tu puisses l'aider, puis le guider. Puis j'ai l'impression que quand j'entends Wade parler dans les médias, puis livrer des secrets un peu, tu sais, des athlètes ou de l'organisation pour laquelle il a travaillé, je trouve que ça me donne le même feeling que si c'était comme un psychologue qui allait livrer tu sais, les secrets que tu as dit pendant que tu étais supposé être. Comment dire? Selon moi, ça devrait être sous-scellé. Puis le fait qu'il en parle, je trouve que c'est un peu non professionnel. Tu sais, je trouve que il perd de la crédibilité de même. Je comprends qu'est-ce qu'il essaie de faire. Puis Marc-André Brault l'a peut-être un peu souligné en disant qu'il essaie peut-être d'entrer dans les médias en se donnant je vais avoir des scoops, je vais avoir des bonnes. Je vais avoir des bons trucs à donner, des bonnes anecdotes à compter qui vont donner du jus aux médias, mais en même temps, c'est ça, il n'est pas super bon nécessairement quand il s'exprime devant les médias. Puis j'ai l'impression qu'il fait juste se tirer dans le pied. Il cherche une deuxième job. Il cherche une deuxième job, mais il coule sa première, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que c'est comme, tu sais, est-ce que bien franchement, il y a une équipe dans la Ligue nationale qui va être impressionnée par ce qu'il a dit dans les derniers mois, là, qui va se dire, ah, ça, c'est un plus dans ton CV. Non. Non! Donc, tu sais, à part se magasiner une job-in à TVA ou à RDS ou whatever, quel autre truc de télé, je vois pas. Puis comment il réussit à le faire? En donnant du dirt, en donnant des potins aux médias. Je ne sais pas. Moi, il y a quelque chose là-dedans qui m'écoeure. Je suis un peu d'accord avec Sylvain qui n'est même pas là pour écouter ma réponse, comme d'habitude, parce qu'il s'en sac. mais je suis un peu d'accord que je trouve que c'est à la limite du non-professionnalisme. Fait que. Moi, personnellement, ce gars-là, à chaque fois qu'il ouvre sa trappe, je suis comme je perds encore plus de respect. Ça fait que je pense que j'en ai déjà assez dit si je veux pas me faire d'autres ennemis. Puis Dieu sait que j'en ai en tabarnak. Je vais vous lancer sur une autre question, les boys. Yes. Est-ce que vous pensez que l'équipe va faire des mouvements avant que Gorton nomme un directeur gérant? S'il fait cette année, là, peu importe c'est quand, puis quand est-ce qu'on va réussir à faire ça. Est-ce que vous avez l'impression que le Canadien va faire des mouvements avant d'avoir un directeur gérant officiel? Marc-André Brault, je vais te lancer en premier. Ben, moi, je m'attendais à ce qu'il y en nomme un peut-être avant Noël, mais ça, en tout cas, il reste plus grand temps pour ça. Est-ce qu'il va attendre en janvier? Est-ce qu'il va attendre à la fin de la saison? Je ne sais pas. Est-ce que ça vaut la peine de faire des moves présentement? Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce qu'il regarde ça? Peut-être. Il y a peut-être des appels. Il a commencé son évaluation des joueurs, c'est sûr. Il regarde qui fait quoi, comment, pourquoi. C'est probablement pour ça que Prémo est monté aussi, pour voir un peu qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Mais toi, tu as l'impression qu'il va nommer déjà avant? Ben, moi, je penserais que oui, là, mais je ne sais pas. Là. Je sais pas le truc, c'est peut-être la COVID, puis là, maintenant, les nouvelles restrictions frontalières. Fait que, tu sais, le candidat qui est aux States, là, il peut peut-être venir là, du jour au lendemain. Ça fait que là, ça va mettre ça sur le hold. Mais maintenant, Chris, la saison continue quand même. Ouais. C'est pour ça, comme je dis, je m'attendais avant Noël. Là, on est rendu pas mal proche. Je suis pas sûr que ça va arriver avant Noël. Mais ça va-tu arriver début janvier, fin janvier, ou il va attendre la fin de l'année puis il va s'arranger lui-même pour faire les gestes qu'il a à faire? Mm-hmm. Toi, Sly, comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que Gorton va commencer à faire des moves avant d'avoir... Je ne vais pas lancer de rumeurs, je m'en viens à Montréal cette semaine. Fait que, c'est bizarre, hein? Je ne dirais pas grand-chose, hein? J'arrive des États-Unis. Mais
moi, je pense que Gorton, son homme ou ses hommes, parce qu'il y a un comité, là, ils ont déjà commencé à cogiter là-dessus. Tu n'es pas obligé d'avoir des entrevues en personne pour engager quelqu'un, là, on s'entend. Fait que, surtout dans le contexte actuel avec tout ce qui se passe. Fait que, mais je pense qu'il y a le feu vert du propriétaire de toute façon, parce que c'est le patron à bord au point de vue hockey. S'il y a des changements à faire, s'il y a des ajustements à faire, s'il y a des opportunités qui se présentent avant la date limite des transactions ou avant qu'il engage un DG, je pense qu'il va agir. Il ne s'attendra pas de faire ça. Le nouveau DG puis l'équipe de recrutement, n'oubliez pas, là, le nouveau directeur du recrutement va être très importante au printemps. Parce que pour préparer ce qui s'en vient, le repêchage qui va avoir lieu à Montréal cette année. Fait que, écoute, moi, je m'attends, là, honnêtement, Noël, là, j'aurais trouvé ça vite un peu, mais je m'attends que dans le courant du mois de janvier, qu'on ait une annonce officielle en quelque part là-dessus. Ça fait que toi, tu penses qu'il va y avoir cette annonce-là avant d'avoir des moves? Bien, c'est juste une question de timing. Tu sais, si quelqu'un t'offre 2 choix de première ronde, de première ronde pour Ben Sherrod demain matin, puis un joueur établi, je dis n'importe quoi, là, il va faire la move. S'il y a une offre absolument faramineuse pour Brett Kulak, il va bouger. Là, il n'est pas nono non plus. Mais tant que tout ça ne se produit pas, il n'y a pas d'urgence là, à faire les choses, à faire les moves. La date limite des transactions, clairement, va être importante. Là. En tout cas, les semaines qui vont entourer tout ça. Puis je pense que c'est là que Gordon va nous montrer ce qu'il souhaite qu'il advienne du Canadien dans les prochaines années. Rich, toi... C'est sûr que idéalement, il va vouloir en nommer un pour que lui mette son empreinte sur l'équipe qui évalue les joueurs puis qui fasse les moves avant la limite des transactions. Mais c'est sûr que, par exemple, s'il ne trouve pas son homme, il va faire les moves pareils avant la date limite des transactions. Là, je ne dis pas de tout vendre ses actifs. C'est pas ça que je dis. Par contre, admettons des gars qui deviennent joueurs autonomes sans compensation cet été. Je pense, admettons, à un Brett Kulak. Je pense, admettons, à un Ben Sherrod. Je pense, admettons, Sami Nikou, aussi, un offre ou whatever. Il ne s'empêchera pas de faire les gestes si il y a l'offre. Un peu comme Sly a dit, si demain matin, on t'offre, admettons, pour Ben Sherrod, un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde, puis un top prospect, ben, tu vas l'accepter hands down. C'est automatique que tu l'acceptes. Par exemple, je pense qu'ils vont le nommer au courant du mois de janvier, selon moi. Puis après ça, lui, il va faire les gestes, mais s'il n'y a pas de GM d'ici la date limite des transactions, je ne pense pas que Gorton va s'empêcher de faire quoi que ce soit. Et anyway, c'est pas mal lui le capitaine à bord en ce moment. Oui, effectivement. Moi, j'ai l'impression que Gorton va faire des moves peut-être avant, là, parce que je pense que tout va peut-être se bousculer. Parce que là, ça m'amène à ma prochaine question. Vous n'avez pas peur que l'ombre de la COVID bouscule les plans qu'on aurait de vente de feu ou quoi que ce soit? Parce que si on ne sait pas exactement où va la saison, ça se peut qu'on ne réussisse pas à passer nos vétérans cette année. Ou si la saison est écourtée, ils ont moins besoin, il y a moins de blessés, ainsi de suite. On ne sait pas, mais peut-être que ça va changer les plans du Canadien. La COVID va peut-être changer notre idée de reconstruire au plus vite possible. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Sly, je te lance, puis 2 secondes, il va falloir que je monte en haut. Ça fait que élaborer, puis passez-vous en instant. Ça sonne à la porte. En fait, comme animateur, une semaine sur deux, je vais passer la POC à Marc-André Brault, moi, là-dessus. Parce que, en fait, on se posait la question à savoir est-ce que Gorton va attendre d'avoir un DG avant de bouger? Mais si l'opportunité se présente, il va bouger avant. On le pense aussi. Ouais. Mais toi, tu vois ça comment? Parce que tu vois ça comment le timing? Parce que clairement, il n'y a rien qui va arriver avant Noël. Et là, avec le contexte de la COVID, ça va peut-être changer des affaires. Mais quoi qu'en même temps, écoute, Zoom, ça existe, on est là-dessus.
la présence physique de quelqu'un n'est pas nécessairement tributaire du fait qu'ils soient engagés ou pas. Là. Mais comment tu vois ça, Marc-André? Comment tu vois l'urgence de cette situation-là? C'est sûr que ça va dépendre. C'est sûr que la COVID va tout changer. Là. Si ça se bouscule et qu'on est obligé d'écourter la saison, il va peut-être falloir bouger plus vite. On écourte la saison pour rentrer en série. Est-ce que les équipes vont avoir besoin de Ben Chariot pour les aider pour finir, pour faire un bon bout de chemin en série? Ça peut changer toute la donne. Mais comme je disais tantôt, je m'attendais avant Noël peut-être. Là, peut-être probablement en janvier qu'ils vont trouver quelqu'un. S'ils trouvent quelqu'un en janvier, il devrait être là pour aider au moins Jeff Gorton à faire des choix. Là. Parce que moi, ce que je pense, c'est que le gars qui s'en vient, il est là pour aider Gorton. Il n'est pas là pour être une marionnette, comme Guy Langevin pourrait le dire. Mais s'il peut être là en janvier pour aider, c'est sûr que là, si ça se bouscule avec la COVID, il va falloir qu'il bouge plus vite probablement que ce qu'il pensait lui-même. Là. Si le premier geste de la marionnette, c'est d'aller chercher Piqué, ça va être correct avec Guy. Oui, OK. Tu sais, vous êtes rendu, je pense, 16 minutes. Non, on est rendu loin. Déli, il ne faut pas que tu clignes des yeux, nous autres. Non, c'est ça que je vois. Sans brailleur, là, on est rendu que Scotty Bowman va revenir comme président du Canadien. Là. Ça va être ça, on est rendu là. Mais tu sais, Marc-André, je pense ça aussi. Je pense que s'il y a quelque chose que la COVID va faire, c'est peut-être créer un peu plus l'urgence puis faire en sorte que le calendrier de Gorton va peut-être être bousculé. Est-ce que le Canadien va avoir moins ou obtenir plus pour les actifs qui sont disponibles? Ça, c'est toujours un peu hasardeux à dire. Là, hey, les boys, j'essayais d'avoir Yannick parce que cette question-là, je l'ai posée en sondage cette semaine. Puis ça m'est venu de quelqu'un qui n'est pas un partisan du Canadien qui m'a posé cette question-là de cette façon-là. Puis j'avoue que ça m'a shaké dans mon corps. Parce que poser comme ça, ça en dit long. La question, c'est est-ce que Carey Price mérite mieux pour la dernière partie de sa carrière que de jouer à Montréal? Puis de jouer dans le contexte actuel, on le dit. Puis c'était une question qui m'a poussé à remettre en question même ma perception de ce que je pensais d'échanger Price ou non. Tu sais. Est-ce que vous pensez que Carey Price mérite mieux? Je vais te lancer, Rich, en partant. Totalement. Puis c'est pas par un désarroi envers le Canadien de Montréal, c'est simplement que on a essayé de bâtir une bonne formation qui aurait pu prétendre aux grands honneurs avec Carey Price comme pilier. Est-ce qu'on l'a assez bien entouré? Moi, je pense que ça a été là la lacune, de toujours trop se fier à Carey Price au lieu de bien l'entourer pour le supporter. Ceci dit, oui, il mérite mieux, à savoir est-ce qu'il y a plusieurs formations qui vont faire la queue pour Carey Price à 10,5 millions. Ça reste un autre débat. Par contre, totalement d'accord qu'il mérite d'avoir une chance réelle d'avoir une Coupe Stanley pour les peut-être 3-4 dernières années qui restent. Toi, Marc-André Brault, je sais que c'est une question chienne, mais bienvenue dans mon monde, c'est ce que je fais. Il mérite mieux, mais c'est lui qui va choisir. C'est lui qui a le gros bout du bâton avec son contrat. Et il va falloir qu'il jase avec Jeff et qu'il s'entende à savoir ce que lui veut, comment il voit ça, comment Jeff voit ça, puis où c'est qu'il veut s'en aller avec ça. Mm-hmm. C'est sûr que c'est lui qui a le dernier mot, mais tu sais, force est d'admettre que quand on se pose la question comme ça, la réponse devient tout simplement facile. Tu sais. Mais en tout cas, de mon côté, tu sais, puis de mon point de vue de fan, je pense qu'on aurait intérêt à le garder, tu sais, puis que ça va être un trou béant qu'on aura de la difficulté à combler pendant des années, puis qu'on va avoir la référence, comme on a eu avec Roy, tu sais, qu'on n'en trouve jamais un aussi bon après, puis que, tu sais, il va tout arriver ce qui a arrivé. Mais tu sais, en même temps, est-ce qu'on peut dire qu'on est
proche de la Coupe Stanley, puis c'est quand même... Ça serait dur de dire cette année que c'est le cas. Toi, Sly, comment tu réponds à cette question-là? T'es muté, t'as l'air enflammé, mais on rate tout ce que tu dis. Oui, c'est quelque chose. Oui, c'est ça. Mais non, je ne sais pas si c'est une question de mériter mieux parce que, tu sais, je regarde Angela Price qui a organisé des photos du Père Noël avec les joueurs et les enfants des joueurs dans le contexte de la COVID. Puis tout ça, c'est du monde qui sont profondément incrustés dans l'histoire des Canadiens. Je ne sais pas s'il veut vraiment aller jouer ailleurs. Puis en même temps, on a dit la même chose de Marc-André Fleury à Vegas, mais c'était une histoire de 3 ans à Vegas. Là, puis il a été à Pittsburgh puis il a été échangé. Si Marc-André Fleury a été mis au balotage puis a été laissé à Vegas, Carey Price peut être échangé. Wayne Gretzky a été échangé. Fait que sur le plan émotif, moi, je serais dévasté de le voir partir. Puis en même temps, pour lui et sa famille, je me dis, écoute, c'est-tu une bonne chose qu'il ait une chance finalement de gagner la Coupe Stanley? Parce que ce gars-là, je pense qu'il a tout donné ce qu'il avait à donner. Puis Montréal serait dans les bas-fonds de la Ligue depuis les 15 dernières années ou les 12 dernières années si Carey Price n'avait pas été Carey Price. Parce qu'on n'y a pas donné une équipe compétitive, en tout cas à tout le monde. On n'est jamais allé au bout des choses pour être capable de donner un club pour gagner la Coupe Stanley. Là, parce que la vague Pacioretty, Subban, puis la vague, ils n'ont jamais complété ces affaires-là. Puis c'est ce que je reproche à Bergevin, c'est de jamais être allé au bout de l'histoire, puis jamais être all-in. Maintenant, à l'âge que Carey a, je pense qu'il est trop tard pour aller là. Fait que, écoute, la décision, il appartient quand même. Hein? Il a quand même le volant dans les mains. Mais si Edmonton... Il vient de goûter, hein? Il vient de goûter à la finale. Ouais. Coupe Stanley. Mais c'était assez pour lui. Je sais pas. Non, mais dans le sens que c'est clairement pas assez, d'où. Ouais. Je veux dire, tu rêves pas de faire la finale de la Coupe Stanley. Là. Tu rêves de gagner la Coupe Stanley. Complètement. Oui, mais en même temps, tu vas aller ailleurs. As-tu tant plus de chance ailleurs? Je veux dire, si tu vas à Tampa Bay, peut-être, mais je ne pense pas qu'ils vont tasser Vasilevski de là. Puis, si tu vas à Edmonton, puis si tu vas à Colorado... Oui, mais Edmonton, mais c'est ça, c'est tous les calculs. Puis ça, là, ça pourrait quasiment faire une émission. Là. Edmonton, là, tu mets Carey Price dans les buts, puis tu fais une simulation. Là. Tu mets Carey Price en forme, parce que ça, c'est encore une supposition, là, en grande forme. Carey Price, tu le mets dans le filet d'Edmonton. Est-ce que Edmonton, nécessairement, fait les séries? Parce que là, comme c'est là, ils sont en péril. 2, est-ce qu'ils ont des chances de traverser tout le monde et se rendre jusqu'à la fin? Écoute, il y a une équipe que s'ils mettent Carey Price dans le net, que c'est quasiment étiquette, c'est Colorado. Puis encore là, il ne leur manque pas grand-chose, tu sais, mais Colorado n'a pas moyen de se payer Carey Price. Tu regardes ça n'importe comment, il faut qu'il laisse aller Warren Biden, il faut qu'il laisse aller des gars, des superstars pour les 10 prochaines années. C'est pas simple. Non, c'est ça. C'est peut-être un gros calcul à faire, mais en même temps, il y a une équipe qui est prête à aller jusqu'au bout, qui croit en ses chances, qui croit en son top 9 offensif, qui croit en ce top 4 offensif, parce qu'on sait dans les gros matchs de série, le 3/4 des minutes qui sont jouées, c'est les lignes de 1 à 3, puis les 2 premières paires. Puis une équipe qui croit en ses moyens, moi, je pense qu'il pourrait y aller. Puis là-dedans, je ne me rappelle plus c'est quel insider qui avait parlé de ça. Mais Darcy Kemper à Colorado, c'est pas toujours Jojo. Là. On va se le dire, là, il est très souvent blessé, Darcy Kemper. Ouais. Puis en plus qu'ils ont laissé aller Grubauer l'été passé, là, tu te ramasses avec Pavel Francouz comme gardien pour te rendre en série. Lui avec, il est tout le temps blessé. Fait que là, tu te ramasses avec des gardiens de Ligue américaine. Est-ce que Colorado va vouloir faire? Mais encore là, comme les autres ont dit, tout est une question de masse salariale. Est-ce que le Canadien est prêt à garder, mettons, 2,5 millions pour le reste de son salaire, de son contrat? Ça reste à voir. Est-ce qu'ils sont prêts à donner un choix à une équipe pour qu'ils acceptent de garder 1,5 million pour le reste du contrat aussi? 1,5 plus 2,5, ça fait 4 millions. Un Carey Price à 6,5 millions, ça devient pas mal plus attrayant. Mais là, encore là, on suppose. Là. Ouais. Mais je pense que ça serait la seule équipe où ce que tu te dis, c'est quasiment un no-brainer. Là.
Dans le sens que si on propose à Carey Price d'aller à Colorado, c'est pas mal plus attrayant que si on le propose d'aller jouer pour les Puis même Rangers, hein. Edmonton. Puis même Edmonton, moi, je regarde ça. C'est sûr qu'après McDavid puis Draisaitl, tu as une certaine drop, mais on s'entend, ça, c'est des joueurs de franchise. Mais est-ce qu'ils ont l'étoffe? Est-ce qu'ils ont assez de matériel dans la boîte à outils pour se rendre loin? C'est sûr, tu regardes la défensive, ça peut laisser à désirer quelquefois, mais avec l'ajout qu'ils ont fait l'été passé de Duncan Keith, tu regardes ça, tu accumules ça avec Darnell Nurse, tu accumules ça avec Tyson Berry, puis tu accumules ça aussi avec Evan Bouchard. Ça reste des gros éléments pour les Oilers d'Edmonton. Puis la masse salariale après la saison, Edmonton va gérer ça autrement. Et oublie juste pas que si Canadien laissait aller Price à Edmonton, il y a du monde qui s'en viennent de l'autre bord aussi. Là. Ouais, non, ben dont Evan ça. Bouchard. Ouais, ça, je pense plus ou moins que c'est possible, mais ça reste un autre dossier. Mais c'est sûr qu'il y a des salaires qui vont s'en venir de l'autre bord. Est-ce que ça va être des cap dumps qu'ils vont nous donner, comme un Oscar Clefbaum qui n'a pas joué depuis 2 ans? Est-ce que ça peut être un Zach Kassian qui coûte 3,5 millions en throw-in avec des choix et des jeunes joueurs? Ça reste les multitudes de possibilités qu'il y a encore. C'est... Ça reste des spéculations, les boys. On va voir. Alors, c'est sûr. Mais c'est certain qu'il faut se préparer à tout. Avec une nouvelle direction, on ne sait jamais dans quelle direction on va vouloir aller. Puis c'est certain aussi que le nouveau venu va vouloir mettre son pied, faire un statement lors de son premier move. Ça fait que c'est certain qu'on peut s'attendre à n'importe quoi. Je veux qu'on finisse ça sur le positif, les boys. Gab, il ne reste pas beaucoup de temps. On va conclure avec ça. Je veux que vous me parliez de qu'est-ce que vous voyez dans le jeu du Canadien qui est positif. Il y a certains joueurs qui se sont améliorés, il y en a qui jouent bien. C'est certain que là, présentement, on fait jouer pas mal plus de jeunes. C'est justement, je pense, l'optique qu'on apprécie, nous autres, en tant que fans, de voir un peu la progression de certains talents du Canadien. Il y a certains vétérans aussi qui jouent bien. Je veux vous entendre là-dessus. Du côté positif, qu'est-ce que vous avez vu lors des derniers matchs du Canadien? Vous pouvez aller depuis le début de la saison même. Qui vous impressionne chez le Canadien? Qui vous trouvez s'est amélioré? Je vais commencer par toi, Marc-André Brault, parce que tu n'as pas de l'air de savoir, puis c'est ça de pogner sur le fait. J'ai pas de l'air de savoir. Non, tu avais l'air de réfléchir. Il est en train d'écrire un article de 9 pages là-dessus demain. Ouais, c'est ça. Mais non, mais comme j'ai parlé dans un dernier article, je parlais du développement des joueurs. Là. On a Payling qui semble vouloir faire sa place. Puis moi, je trouve que c'est un positif présentement chez les Canadiens. Payling a de l'air à trouver son air d'aller, à jouer mieux, à trouver sa façon, la bonne façon de jouer pour rester dans la LNH. On voit des Dauphins qui jouent bien de ce temps-là. Même Caulfield, je veux dire, oui, il ne marque pas, puis c'est ça qu'on s'attend de lui, mais combien? 7, 8 lancés, dernier match, des bons lancers, il fait sa place et il travaille fort. Il faut lui donner ça, il travaille fort. Romanov, il crée des occasions, tu sais. On oublie qu'il ne score pas, mais il réussit à se démarquer dans la Ligue nationale. Puis ça, ben, c'est du positif. Là. C'est juste que, bon, on espère qu'il pogne plus le net. Mais ça, c'est sûr. On a Romanov qui, depuis qu'il a été benché, il a upgradé sur sa game et ça va mieux. Il fait encore des erreurs, mais on s'entend, il n'a pas 36 ans. Quoiqu'à 36 ans aussi, ils font bien des erreurs, mais ça, c'est un autre sujet. Ça va bien. Chariot va bien. Il montre qu'il est capable d'être solide. Je pense que ça peut être bon si on décide de l'échanger. Ça peut être très bon pour nous. Il y a quand même du positif. C'est sûr qu'il y a des défaites puis qu'on va en avoir d'autres défaites. Là, mais les jeunes, présentement, ça pousse tranquillement puis on les voit plus. Les jeunes en bas aussi à Laval, ça démontre quelques bonnes choses. Des Toby Paquette Bisson défensive qui jouent très bien depuis l'année passée, mais cette année, ça, je trouve, ça paraît encore plus. D'ailleurs, rappelle-nous donc, pour ceux qui ne connaissent pas ton blog, c'est quoi l'adresse pour vous lire?
Pour Hockey Hérald, Ouais. ben, dans le fond, c'est lehockeyherald.com. OK. Sur Twitter, le CA commercial, le Hockey Hérald. Parfait. Les autres, les boys, de côté positif chez le Canadien, qui vous trouvez s'est amélioré, qui son jeu vous inspire quand même un brin de satisfaction? Toi, Sly? Ben, j'en ai pas mal, c'est les jeunes. Romanov à la défense est en train de prendre sa place et de prouver que Ça, c'est crissement un bon coup. ça C'est fait tellement vraiment du bien. important Ça fait parce que tellement du bien. ça aurait pu être Non, ça bad. aurait pu être un flop. Puis tu sais, à défense, on a tellement de malchance. Tu sais, Brooks s'en allait très bien puis avant sa blessure au genou, puis on ne sait pas comment il va revenir de là. Fait que là, on a beaucoup de points d'interrogation, tu sais, mais là, Romanov, je pense qu'on vient de passer l'étape du point d'interrogation, puis là, ben, où il va se situer dans les chiquiers, moi, je pense que c'est un gars de top 4, c'est un excellent quatrième pour la relance du jeu. En avant, Péling est rendu un joueur de la Ligue nationale. Là, s'il y en a qui ont des doutes, là, comment arrêter ça, là, commencer à regarder les matchs des autres équipes, puis on va commencer à s'en parler un peu parce qu'il ne joue pas plus mal que les gars il joue pas mieux, mais il joue surtout pas moins bien que les gars de troisième trio de la plupart des équipes de la Ligue nationale. Fait que lui est là. La polyvalence de Jake Evans qui vient d'être mis à l'aile, de même. Pour aucune raison, il est rendu à l'aile. Jake Evans joue toujours avec la même fougue. Caulfield. J'aime bien Jake Evans, moi. Je l'aime bien, pas mais parfait, là, mais j'aime bien ce qu'il fait, puis j'aime bien son énergie. Caulfield qui est un fabricant de jeux, mais c'est une carte qui ajoute à son affaire parce qu'on sait qu'il va en scorer des buts. C'est juste une question de momentum, puis de retrouver là-dedans. Laurent qui est là, Ilonen qui n'a pas eu de l'air d'un chaudron quand il est montré, puis qui est à peu de choses près que si tu donnes une chance à un gars, c'est un quatrième trio pour monter, dépendant comment Gorton va vouloir l'identité de son quatrième trio, Ilonen est là. Fait que écoute, nos jeunes qu'on attendait depuis si longtemps, puis avec une surprise, mettons, comme Laurent, ben, ils commencent à arriver. Puis il paraît que la promotion d'après est encore meilleure, puis ce qui va suivre est encore meilleur. Fait que moi, c'est ça le positif. Vous aimez ce que vous avez vu de Caden, le primo? Moi, j'ai aimé ce Caden, j'ai aimé les commentaires de Alain Dubé parce que souvent, je vais écouter les matchs plus à la radio, mais quand Caden réussit à bien se positionner devant le filet, il est énorme et ça me rappelle Carey Price. C'est fou, on a j'ai eu le même réflexe, j'écoutais les matchs sur Discord, on disait Chris qui me fait penser à Price. Mais c'est Carey au début, Carey qui bouge trop de gauche à droite, qui a des mouvements un peu trop. Puis c'est ça. Puis après ça, là, quand ça se place, là, moi j'ai regardé, j'ai vu les matchs de la Ligue américaine qui est dominant. Là, puis on demande souvent à nos joueurs, à nos jeunes d'être dominants dans la Ligue américaine, puis après ça, ils montent. Caden Primo n'a plus rien à prouver dans la Ligue américaine. Fait qu'il n'est pas loin d'en haut. Il est vraiment pas loin. Toi, Rich, c'est quoi tes joueurs, tes joueurs de cœur, je te dirais? Moi, j'en ai deux. Puis je vais aller dans la même optique que les boys. C'est Jake Evans et Romanov. Je vais commencer avec Jake Evans parce que ce qui m'impressionne le plus, c'est que Jake Evans, quand il était au niveau de collégial américain, c'était reconnu comme un joueur très offensif. C'est un joueur du point par match, de plus d'un point par match, puis tout le temps première ligne, premier power play. Puis moi, ce qui m'a impressionné, puis même à ses débuts à Laval, c'est son adaptation. Puis comment il a pu changer sa façon de jouer de façon à être plus polyvalent. Plus polyvalent, exact. Le Guy Carbonneau des temps modernes. Oui, exact. Il est rendu polyvalent. Il peut jouer à toutes les sauces. Si à un moment donné, tu as besoin de lui sur le power play, tu le sais qu'il n'aura pas l'air trop fou parce qu'il y a certaines habiletés. On l'a vu sur un de ses buts la dernière fois avec un toe drag puis le lancer top cheese. Tant qu'à moi, Jake Evans, c'est ce qui m'a surpris le plus parce que quand il est arrivé avec le Canadien, je ne le connaissais presque pas. Je l'ai vu évoluer à toutes les étapes à Laval, puis il a pris un galon à la fois avec Joël Bouchard, puis il les a chèrement gagnés, ces galons. Puis ça, c'est le genre de gars que tu te dis « Wow, OK, tu vas avoir ça dans ton équipe,
seras jamais mal pris avec ça. Si jamais lui, c'est ton quatrième centre, ben, tu le sais que si tu as un centre, admettons, comme Payling sur ta troisième qui est blessé, ben, tu as un Jake qui peut aller le remplacer. Puis mon deuxième, c'est Romanov. Comme Marc-André Brault a dit tantôt, depuis qu'il a été benché, il est juste incroyable. C'est sûr, il a 21 ans, 22 ans, il fait beaucoup d'erreurs. Je me rappelle la dernière fois, il a voulu faire une passe transversale à travers la zone défensive. Ça a été intercepté. Ça a été transformé en but. Mais Le chiffre d'après, il a droppé. Exactement. Fait que, Le chiffre d'après, Ducharme le renvoie sur la glace. Et comme ouais, mon petit gars, va te rattraper. Puis c'est un gars avec un mental tellement fort que tu sais qu'il va accepter les challenges que le coach va te donner. oui, Puis, Dominique, il ne benche pas les gars qui font des erreurs. Non? Ouais. C'est ça de même? Ouais, je dis ça de même. Mais puis Romanov, ce que j'aime aussi, c'est qu'il frappe comme un tank. Il frappe comme un tank. Il a pogné son timing. Hein? Mais il frappe comme un tank, mais quand tu regardes sa fiche, son poids et sa grandeur, il est juste 6 pieds 200 livres. C'est pas le plus gros. Non, moi, c'est ça. Momentum, c'est ça qui me faisait pencher quand je l'ai vu arriver avec le Canadien. Je me suis dit, il me faisait penser à Nicholas Kronwall à Détroit. Nicholas Kronwall qui jouait avec Nick Lidstrom, c'était à peu près la même affaire. Lidstrom, Kronwall, il frappait comme un train. C'était pas le plus gros. C'était pas le plus gros, c'était pas le plus grand, mais son synchronisme, lève-toi la tête parce que tu vas te ramasser les 4 fers en l'air. Puis même que la dernière fois, Payling a goûté un peu à la médecine, mais ça va venir avec le temps. Il va apprendre quand le faire, quand pas le faire. Il va apprendre à reconnaître les chandails. Déjà, l'amélioration. Déjà, ça serait la première base de reconnaître les chandails. Mais je trouve que il choisit beaucoup mieux ses moments pour frapper. C'est un gars qui essayait beaucoup trop avant, qui essayait d'en donner trop. Puis on l'a toujours dit, c'est toujours plus facile de contenir quelqu'un qui veut trop en donner qu'essayer d'insuffler. C'est ça qui m'énervait. C'est ça qui m'énervait le plus avec Alexei Yemelin dans le temps. Ouais. C'est que lui, on dirait qu'il ne comprenait jamais c'était quand le timing de le faire. Des fois, il s'enlignait pour faire sa mise en échec, mais tu le regardais et tu es comme OK, mais pourquoi tu as fait cette mise en échec-là? Ça sort du jeu, ça sert pas le jeu. Il sort du jeu, ça amène un 2 contre 1 contre notre gardien, puis là, tu es comme OK, ben ça va virer en but, tout ça. Là. Tu vois, FL, il dit c'est un Emeline en plus créatif. Ouais, moi je pense qu'il faut oublier la comparaison Emeline, il est meilleur qu'Emeline. Non, il a un meilleur intellect qu'Emeline. Il reconnaît mieux les moments de il n'y a pas de claque d'en face non plus. Fait il peut dropper aussi, là, parce que c'est le cas d'Emeline. Si tu te rappelles Marc-André Brault, il ne pouvait plus se battre parce qu'il y avait une plaque de métal dans le joue. Là. Mais je suis content que tu aies parlé de Jake Evans parce que moi, je l'ai remarqué dans le dernier match. Puis, tu sais, nous autres, le comparatif qu'on avait donné à l'interne, puis c'est peut-être plus de notre génération, il me faisait beaucoup penser à Plekanec. C'est un joueur qu'on a étiqueté à défensif à ses débuts parce qu'il avait eu l'intelligence de développer ce côté-là de son jeu. Puis qu'on a oublié qu'il y avait d'autres facettes. Puis je pense qu'on découvre très tranquillement les facettes offensives de Jake. Puis, tu sais, il ne faut surtout pas mésestimer aussi sa vitesse. C'est un gars qui a du pace en tabarnak. Dans la Nouvelle Ligue nationale, c'est toujours cool d'avoir un gars avec un bon patin au centre. Écoute, les boys, on pourrait continuer Milan, mais ça fait déjà assez de temps. Je ne vous retiendrai pas plus parce que je sais que Sly est en train de faire son cours en même temps. Ça fait que je vous remercie les trois d'être venus. Toi, Marc-André Brault, merci pour ta première d'être venu à Hockey Sans Limite. J'espère qu'on n'a pas été trop méchant avec toi. Bon, ça a bien été. Je t'attendais, là, j'étais prête. Super. Puis allez lire ces articles, le hockeyherald.com, c'est vraiment, vraiment nice. Nous autres, on en retweet quelques-uns, mais il y en a beaucoup. C'est un site productif puis qui a du bon contenu. Allez voir ça. Toi, Sly, ben merci. Merci d'avoir été là et d'avoir prolongé ça d'une petite demi-heure. Tu sais, on n'est jamais capable d'avoir un timing. Je le sais, j'avais comme prévu le coup un peu, fait que j'ai 2 écrans, là, fait que je suis mon cours sur l'autre. Mais
sais, puis merci aux deux Marc-André de Saint-Jouin-à-Nous. Marc-André Beau, merci pour la première. On te lit assidûment, nous autres, à HSL. Puis tout est dans tout avec JD, puis tout le reste. Fait que, écoute, on est une belle communauté de hockey. Puis s'il y a de quoi qui nous lie tout, c'est le petit positif là-dedans. Parce que dans les moments les plus sombres de notre équipe favorite, on cherche du positif, puis on va finir par en trouver. Non, on ne l'écoute pas pour rien. Hein? Non, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que quand j'ai l'avantage de l'âge, puis JD aussi, on a vu des grosses années, on a vu des bonnes années, on a vu des crissements moins bonnes. Celle de cette année, c'en est une des pires, mais il y a du positif à sortir de ça. Puis c'est juste le fun d'en parler. Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, les boys. C'est juste du sport, tabarouette. Fait que, hey, merci d'avoir été là, tout le monde. Merci d'avoir été là aussi sur Twitch. Ben oui. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous autres, tout le monde. Soyez prudents. Là, puis si on ne se voit pas tout le monde, bien sûr, joyeuse fête. Mais je vais saluer Marc-André Richard aussi. Puis merci d'avoir été là. Deux Marc-André dans le même show. C'était difficile, les boys. La gestion. C'était de la gestion du Marc-André. C'était de la gestion. Mais merci à toi, Élie. Ça s'est super bien passé. Toi qui étais stressé au coton avant le show. Mais ça s'est super bien passé. C'est weird. Hein? Pour ceux qui nous écoutent, c'est weird. Ouais. C'est la première qu'il n'y a pas de Yannick. Yannick va nous revenir la semaine prochaine. Merci aussi à Sly. Comme d'habitude, toujours pertinent avec ses remarques. Ça a été un plaisir de partager cette heure et demie de hockey avec toi. Merci beaucoup. Puis merci à Marc-André. C'est la première pour lui. Puis ça a été super aussi de jaser hockey avec lui. Yes, sir. Ben, joyeuse fête à vous tous, les panélistes, puis joyeuse fête à tout le monde qui nous écoute. Nous autres, on va se reprendre à probablement entre Noël puis le jour de l'an. On va voir avec Yannick, on va s'arranger pour faire un autre hebdo. Il n'y aura pas trop de hockey pour l'instant à parler, ça fait qu'on n'aura pas grand-chose à dire. Mais merci d'avoir été là. Vous avez écouté Hockey sans limite. C'était l'épisode 651. On vous dit à la prochaine et go, Abs, go!